Fait que dans un premier temps, j'aimerais ça remercier l'Ordre des pharmaciens du Québec de m'avoir invité à faire cette présentation. Je voudrais aussi remercier l'Ordre des pharmaciens d'associer la Faculté de pharmacie à ce lancement-là de la norme sur les préparations magistrales non stériles, je vais y arriver à le dire, parce que je pense que c'est un tournant important dans la pratique de la pharmacie. Je me suis fixé 2 objectifs ce soir. Le premier objectif que je me suis fixé, c'est de relier les concepts de base qui sont associés avec la fabrication de produits magistraux, puis relier ça avec les éléments qui sont énumérés dans la norme. Puis le deuxième objectif, c'est un objectif qui est un petit peu plus personnel, puis je voudrais qu'à la fin de ma présentation, chacun de vous puissiez voir et situer votre pratique par rapport à ce qui est énoncé dans la norme. C'est voir par rapport dans votre pharmacie comment ça se passe, puis comment la norme va avoir un impact sur votre pratique. Alors, commençons par quelques définitions. La première définition que j'ai choisie, en fait, c'est la préparation extemporanée. Qu'est-ce que c'est une préparation extemporanée? Ça, c'est une préparation qui est administrée sur le champ. Celle-là n'est pas préparée par avance. La préparation extemporanée, typiquement, là, c'est par exemple le comprimé qu'on prend, qu'on écrase, on le met dans un peu de confiture, puis on l'administre au patient. Fait que cette préparation-là extemporanée, ce n'est pas le pharmacien qui la prépare. Normalement, ça va être soit le patient ou bien la personne qui s'occupe du patient. Mais par contre, ça peut être fait sous les conseils d'un pharmacien. Ça fait qu'on ne peut pas conseiller à notre patient n'importe quoi par rapport aux préparations extemporanées. Il y a des comprimés qui ne peuvent pas être écrasés. Il y a des comprimés qui ne peuvent pas être pris avec de la nourriture, par exemple. Ça fait que c'est des notions importantes. Ceci dit, les préparations extemporanées, je veux dire, c'est important de bien conseiller notre patient, mais ce n'est pas couvert par la présente norme. Ce qui est couvert par la présente norme, c'est ce qu'on appelle les préparations magistrales. Puis si on regarde la définition qui est donnée présentement dans la norme, on parle de la combinaison ou le mélange de 2 ingrédients ou plus pour obtenir un médicament qui va être utilisable par le patient. De quoi on parle exactement ici? On va parler de préparations qui sont exécutées par un pharmacien. Puis c'est des préparations qui sont exécutées par avance. Ce n'est pas quelque chose qui se fait au chevet du patient. Puis ils vont différer des produits homologués par Santé Canada. Alors, de quoi on parle réellement ici? On parle de produits qu'on donne à des patients, puis on parle de produits qui ne sont pas approuvés par Santé Canada. Puis là, dans le cadre présent, la norme s'applique. Alors, notre patient est en droit d'avoir certaines attentes par rapport à son produit. Puis on peut regarder comment on fait pour évaluer un produit. Donc les produits homologués sont évalués selon 3 volets classiques. On peut utiliser la même pensée, dans le fond, pour les produits magistraux. Ça fait qu'il y a 3 volets. Les 3 volets sont la qualité du produit, l'efficacité du produit, puis l'innocuité du produit. Puis, dernièrement, en fait, il y a des nouvelles notions aussi, c'est pas des nouvelles notions, mais on est de plus en plus sensibilisé à ça. C'est les concepts de santé et sécurité des travailleurs, les concepts de l'empreinte environnementale qu'on va laisser, tout ce qui est relié à la manipulation de produits dangereux. Alors, si on regarde maintenant comment ça s'applique à nos préparations magistrales, il y a 2 choses qu'il faut regarder. C'est l'environnement dans lequel on prépare nos magistrales, puis il y a aussi le produit qui va résulter de notre fabrication. Fait que les conditions de préparation, on est en droit de s'attendre que ça va préserver la santé, la sécurité du travailleur, que ça va respecter les normes environnementales, que quand le produit va être fabriqué, il va être fabriqué selon les règles de l'art, puis aussi que la préparation va être documentée. Ça veut dire s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, on est capable de retourner à la source puis voir qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, puis peut-être corriger le problème éventuellement. Par rapport aux produits résultants, qu'est-ce qu'on a? On s'attend à ce que le produit rencontre les spécifications minimales de qualité. C'est quoi des spécifications minimales de qualité? On pense que le produit doit avoir une teneur telle qu'on s'attend, doit avoir une uniformité de contenu adéquate, doit avoir des propriétés de dissolution si ça s'applique adéquate, etc. On doit être en mesure de pouvoir établir une date limite d'utilisation. On fabrique un produit magistral, on ne peut pas l'improviser. Il faut savoir jusqu'à quand notre patient peut l'utiliser de façon sécuritaire et efficace. Ensuite, on est en droit d'attendre que le produit qu'on va administrer, en fait, le patient est en droit de s'attendre que le produit qu'on va lui administrer va être efficace. Ce n'est pas quelque chose qui est improvisé, pour lequel on n'a aucune idée de son efficacité. On est en droit aussi de s'attendre à ce que le produit qu'on va administrer ne va pas causer un risque indu pour la santé de notre patient. Sur la notion d'innocuité, c'est extrêmement important. Alors, concernant la stabilité, c'est un volet particulièrement intéressant des préparations magistrales, parce que comme ce n'est pas des préparations homologuées, il y a moins de monde qui sont passés dessus. Ça n'a pas été approuvé par une entité supérieure, disons, ou réglementaire.
Alors, qu'est-ce que c'est ça, la stabilité? On parle de date limite d'utilisation dans la norme. Puis la date limite d'utilisation, c'est la date au-delà de laquelle on ne peut plus garantir que le produit va rencontrer ses spécifications physiques, chimiques, microbiologiques. Puis ça, c'est pour une préparation donnée. C'est-à-dire, si on a une stabilité pour un produit A, on ne peut pas penser que le produit B va avoir une stabilité identique. C'est vraiment un produit donné, dans un conditionnement donné. Conditionnement, c'est quoi? C'est l'emballage, en fait. Ça peut varier si on a une bouteille en plastique, si on a une bouteille en verre. Ça va être dans des conditions environnementales données. Alors, si on met notre produit à 5 degrés Celsius au réfrigérateur, si on le met à température pièce, mais ça va avoir un impact sur la stabilité. Ça fait que quand on parle de date limite d'utilisation, c'est un produit dans un contenant, dans un environnement donné, puis on peut dire c'est stable tant de jours. La stabilité d'un produit, ça, c'est fonction du principe actif, des ingrédients utilisés, de la forme pharmaceutique. Puis là, c'est la préparation qui est évaluée. Ça veut dire, donc, dans le fond, c'est la recette qu'on évalue aussi. Puis il y a un petit bémol que je voudrais rajouter au sujet de la stabilité bactériologique. Parce que la stabilité bactériologique va dépendre des ingrédients, évidemment, mais ça va dépendre aussi du préparateur. C'est-à-dire, si les conditions de préparation sont inadéquates, qu'on risque de contaminer notre produit. Puis là, la stabilité microbiologique va être certainement réduite. Fait que là, dans ce cas-là, c'est le préparateur qui est évalué. À la limite, ça peut même être notre patient qui va être évalué, parce que si le patient manipule mal son produit, il y a un onguent, je prends l'exemple, un onguent pour les hémorroïdes. On peut facilement imaginer que s'il ne se lave pas les mains avant l'application de l'onguent ou des choses comme ça, il y a un risque de contamination sérieuse. Il y a différentes considérations à tenir en ligne de compte, mais ça, ce n'est pas spécifique, disons, magistral. Tout ça pour dire, ce que je veux dire ici, c'est une date limite d'utilisation, ça ne s'improvise pas, ça doit être justifié par des évidences scientifiques. C'est-à-dire, on n'a pas nécessairement à prouver que notre produit est stable par des expériences. On doit aller chercher au moins dans la littérature, dans des références, quelqu'un qui l'a déjà prouvé. Est-ce qu'on a une solution pour encadrer tout ça? Est-ce qu'on a besoin d'une solution? Je pense que oui. En fait, puis le contexte est extrêmement complexe. On a un contexte réglementaire, un contexte législatif qui est vraiment pas simple. La fabrication de produits commerciaux, c'est réglementé par les organismes fédéraux. Les préparations magistrales, c'est réglementé par la loi provinciale. C'est l'OPQ qui se charge de ça. Il y a plusieurs parties prenantes dans le processus. On a un médecin prescripteur, on a un patient qui arrive avec une prescription qui a un besoin, on a un pharmacien qui prépare, un pharmacien qui dispense des fois, donc 2 pharmaciens. Ça fait beaucoup de monde là, dans le bal. On a des attentes élevées en fait de santé, sécurité, de qualité, d'efficacité, d'innocuité du produit. Pourquoi? Parce que la barre est fixée assez haute par les produits qui sont commercialisés puis homologués. C'est à ça qu'on se compare quand on donne un produit magistral. Ça fait que dans son mandat d'assurer la protection du public, l'OPQ propose la norme sur les préparations magistrales. C'est un point important, je pense, dans la pratique de la pharmacie. Puis, ça va certainement aider à ce que nos patients obtiennent des produits de meilleure qualité. Alors, les préparations magistrales telles que définies dans la norme ont été divisées en 3 catégories. Mme Thériault-Ladouceur nous les a brièvement présentées tout à l'heure. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de donner des exemples pour chacune des catégories. Puis, notamment, pour la catégorie 1, on parle des préparations simples avec un niveau de risque peu élevé, en petite quantité. J'ai choisi la ranitidine, le chlorhydrate de ranitidine, 15 mg par ml. Pour la catégorie 2, c'est des préparations soit qui sont un peu plus complexes ou qui ont un niveau de risque plus élevé. Puis là, j'ai choisi un exemple auquel, spontanément, on ne penserait pas, mais la vaseline salicylée, en fait, dans certaines circonstances, ça pourrait devenir un produit de catégorie 2. Alors, je l'ai choisi, on va le détailler ensemble. Puis, les médicaments de catégorie 3, en fait, c'est les médicaments dangereux. Ceux, il faut prendre des précautions très particulières. Donc, ceux qui sont listés sur la liste du NIOSH, donc les cytotoxiques, les hormones, les immunosuppresseurs, les tératogènes, les abortifs, etc. Donc, tout ce qu'on ne veut pas toucher là, directement. Là. Puis, j'ai pris l'azatioprine 50 mg par ml comme exemple. Si on commence par le cas numéro 1, la ranitidine, 15 mg par ml. C'est le cas classique. Votre patient se présente, ou plutôt le parent du patient se présente à la pharmacie avec une prescription de chlorhydrate de ranitidine, 45 mg PO/DIE pour 30 jours. Puis là, vous avez un gros problème, la ranitidine liquide, parce que vous voulez l'administrer en liquide à votre enfant de 3 ans, est en rupture de stock. Ça fait que vous devez faire quelque chose avec ça. Fait que c'est pas disponible. Fait que vous essayez de voir, c'est quoi mes options? La préparation magistrale à partir de comprimés, ça pourrait être une option. Mais si on considère cette option-là, il y a d'autres questions qu'on doit se poser. Est-ce que le fait de briser la forme originale, est-ce que ça va avoir un impact sur notre formulation? Est-ce que le fait de prendre notre produit qui est solide, qui est sec, et de le mettre dans un liquide, est-ce que ça va avoir un impact aussi sur la stabilité de notre préparation? Alors, c'est des drapeaux rouges que je lève, puis on doit répondre à ces questions-là avant de commencer le travail.
L'annexe 7 de la norme vous propose des questions que vous pouvez vous poser avant de commencer. Donc, c'est une liste exhaustive de questions. Il y en a sûrement d'autres qu'on peut se poser, mais ça vous donne déjà une idée pour situer le problème. J'en ai choisi quelques-unes ici que je trouvais particulièrement intéressantes. La question 2, c'est d'abord ce que vous proposez de fabriquer. Est-ce que c'est réellement nécessaire de le faire? Est-ce qu'il y aurait d'autres alternatives plutôt qu'une préparation magistrale? Question 7, si vous voulez vous lancer dans une préparation magistrale, est-ce que vous êtes en mesure de la faire? Est-ce que vous avez les connaissances pour la faire? Est-ce que vous avez les équipements, l'infrastructure pour la faire? Sinon, peut-être que quelqu'un d'autre pourra la faire pour vous éventuellement. Question 10, est-ce qu'il existe une formule maîtresse pour la préparation? C'est-à-dire, est-ce que vous allez devoir improviser une préparation ou sinon il y a quelque chose qui existe? Si elle existe, d'où elle vient? Est-ce que c'est une source fiable? Donc, toutes sortes de questions importantes. Finalement, c'est quoi la date limite d'utilisation pour votre préparation? Parce que, évidemment, on ne peut pas préparer plus de matériel. Si vous donnez pour 30 jours de traitement à votre patient puis que le produit est stable 7 jours, bien, il va y avoir 23 jours où le produit ne sera pas efficace. Alors, quand on parle de justification scientifique, quand on regarde les produits homologués, le fabricant est tenu de faire la preuve que son produit rencontre les normes qualité, innocuité, efficacité. Quand on parle des préparations magistrales, on peut faire la preuve de façon rétrospective, c'est-à-dire si on trouve un texte dans la littérature scientifique qui dit que cette préparation-là est acceptable puis qu'elle rencontre les normes de qualité auxquelles on s'attend, bien, on peut se dire que si on la prépare dans les mêmes conditions, on devrait nous aussi rencontrer les normes attendues. Alors, dans le cas de la ranitidine, j'ai trouvé un article dans l'American Journal of Hospital Pharmacy. C'est un article un petit peu vieux, 89, mais c'est une source que je considérerais réputée là, pour ce type de préparation-là. Quelques mots pour décrire l'article. Alors, d'abord, comment c'est préparé? On prend des comprimés, on les met dans le sirop simple. C'est quelque chose qui est plutôt simple, en fait, à faire. Si on regarde la science qui supporte l'article, je vous fais un résumé rapide, mais la science qui supporte l'article est correcte. On a utilisé des méthodes HPLC pour faire mesurer la teneur de notre produit, tout ça, puis ça a été fait de façon rigoureuse. C'est un peu vieux, mais selon les critères d'aujourd'hui, c'est encore valable. Un bémol, ici, on a une stabilité 16 jours à 25 degrés Celsius. C'est quand même limité 16 jours, hein? Donc ça force notre patient à revenir à toutes les semaines, mais ça demeure quelque chose qui est travaillable. C'est pas désiré, mais c'est travaillable encore à 7 jours. En bas de ça, là, ça commence à devenir problématique. Il y a un gros bémol dans l'article. On vous dit d'agiter vigoureusement parce qu'il y a une sédimentation qui est observée après 15 secondes. Puis qu'est-ce que ça nous dit? Ça, c'est qu'on pourrait avoir un problème d'uniformité de contenu éventuellement. Ce qui fait que la solution à ça, bien, c'est tenir le bébé d'une main, brasser la bouteille de l'autre, puis avec la troisième main, faire la ponction. Comme ça, on peut l'administrer. Alors, qu'est-ce qui nous dit que c'est une préparation de catégorie 1? Bien, d'abord, est-ce que la préparation contient des produits dangereux? Alors, on parle de comprimés de ranitidine, de sirop simple, d'eau. Il n'y a aucun produit qui est visé par le SIMDUT. Comment vous faites pour savoir si c'est visé par le SIMDUT? Vous allez voir sur le site web de Reptox, puis là, vous allez le voir si c'est là ou pas. Puis après ça, il y a un expert qui va vous parler de ça. Puis, ou c'est visé par le NIOSH, qui sont la liste des produits extrêmement dangereux, là, des cytotoxiques, etc. Est-ce qu'il s'agit d'une forme pharmaceutique simple à préparer? Est-ce une suspension aqueuse? C'est extrêmement simple. Est-ce que les équipements spécialisés sont nécessaires? Non. En fait, ça en fait une préparation de catégorie 1. C'est quoi les exigences pour une préparation de catégorie 1? La norme vous demande d'avoir une aire dédiée aux préparations magistrales non stériles. Ça ne demande pas d'avoir une salle dédiée, mais d'avoir un espace où vous allez faire des préparations magistrales non stériles. Si vous fabriquez des préparations magistrales, vous devez avoir un sarrau propre qui est réservé pour cette opération-là ou jetable. Puis en fait, le sarrau agit comme barrière, c'est-à-dire on ne contaminera pas notre préparation avec ce qui est externe à notre air, puis on ne contaminera pas l'air externe avec les préparations qu'on a faites. Donc, si on ne veut pas que ça se produise, on doit avoir le sarrau qui est réservé pour la préparation magistrale. Bon, il y a les gants, les bonnets, le couvre-barbe, au besoin, évidemment, ou le masque. C'est des normes, c'est du standard, en fait, pour la préparation de médicaments. C'est un standard qui est définitivement adopté dans l'industrie. Puis même si on regarde dans l'industrie alimentaire, le bonnet puis le couvre-barbe, c'est utilisé dans l'industrie alimentaire où les cuisiniers vont l'avoir. Maintenant, il y a deux concepts qui sont introduits par la norme, le concept de formule maîtresse, le concept de fiche de préparation. Ici, j'ai fait un choix éditorial. J'aurais pu créer une fiche de préparation, une formule maîtresse de toute pièce, artificiellement, si on veut. Ce que j'ai fait plutôt, j'ai décidé de prendre une formule maîtresse existante, donc une formule maîtresse de Sainte-Justine en l'occurrence, puis de vous la présenter juste pour vous montrer c'est quoi une formule maîtresse. Fait que l'idée d'une formule maîtresse, c'est que c'est les directives qui vont vous permettre de réaliser la formule
formulation. Donc, vous devez suivre ce qui est écrit sur la formule maîtresse pour réaliser votre formulation. Dans le cas de la fiche de fabrication, c'est un document que vous devez remplir pour dire exactement ce que vous avez fait, puis qui est associé à une préparation spécifique que vous avez faite. Ça fait que dans un cas, la fiche vous dit quoi faire, puis dans l'autre cas, c'est votre registre de ce que vous avez fait. Bon, là, évidemment, en allant chercher une formulation, une formule maîtresse existante, bien, il n'y a pas de formule maîtresse existante qui sont 100% conformes à la norme, évidemment, parce que la norme est lancée aujourd'hui. Alors, il y a certains petits détails. Là, ce qui arrive, c'est qu'à Sainte-Justine, ben, ils ont un registre informatique, ils ont des politiques et procédures qui sont très spécifiques. Tout est bien documenté. Ceci dit, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai extrait cette fiche-là, puis plusieurs pharmaciens peuvent en avoir à leur possession, puis je la sors de leur contexte. Puis si on analyse la fiche comme telle pour voir si vous vouliez l'utiliser dans votre pharmacie, qu'est-ce que vous auriez à faire pour transformer ça en quelque chose qui serait conforme à la norme? Il y a certains points que j'ai listés au tableau qui pourraient la rendre conforme à la norme, mais en pratique, dans l'ensemble, ce qui se passe à Sainte-Justine, je pense que les objectifs sont atteints. C'est peut-être les moyens utilisés ne sont pas tout à fait les mêmes qui sont énumérés dans la norme, mais c'est juste une question d'ajustement là, par rapport à la norme. Si on regarde la fiche de fabrication, là, je me suis amusé encore à faire un autre exercice, c'est que j'ai pris une fiche de fabrication, un modèle existant, puis je me suis amusé à la remplir en l'absence de toute politique et procédure. Ça fait que je l'ai remplie au petit bonheur, si on veut. Puis pour voir comment je pourrais remplir ce document-là si je n'avais aucune politique et procédure. Puis après ça, je l'ai soumis à notre inspectrice pour qu'elle me dise, en fait, ce serait quoi les points que j'aurais améliorés dans ce cas-là. Ça fait que ce qu'on peut voir, grosso modo, c'est que la façon dont j'ai rempli ma fiche de fabrication ici, c'est pas clair qui a fait quoi. C'est pas clair c'était quoi le rôle du technicien. Si j'ai fait des calculs, ils ne se retrouvent pas sur ma fiche. J'ai pas fait de référence à une prescription, etc. Ça fait qu'il y a certains points critiques. Mais l'idée que je voulais vous illustrer ici, là, dans le fond, c'est quoi le concept associé à une formule maîtresse puis à une fiche de fabrication. Mon cas 2, c'est de la vaseline salicylée, 50 grammes. Qu'est-ce qu'il y a d'unique avec la vaseline salicylée? C'est que ça contient de l'acide salicylique. Et l'acide salicylique, c'est un produit qui est visé par le SIMDUT. Alors, qu'est-ce qui en fait une préparation éventuellement de catégorie 2? On peut se poser différentes questions, comme j'ai fait pour la catégorie 1. Est-ce que la préparation contient des médicaments dangereux qui sont classés par le NIOSH? Non, l'acide salicylique, ce n'est pas sur la liste du NIOSH. Est-ce que la préparation contient des matières dangereuses, c'est-à-dire des produits qui sont listés par le SIMDUT? Oui. L'acide salicylique, ça se retrouve sur la liste du SIMDUT. La vaseline, bon, ça ne se retrouve pas, mais l'acide salicylique est classé comme un produit toxique. Est-ce que la préparation engage plus de 50 fois la dose thérapeutique? Puis là, on a une petite zone grise. Si vous faites une préparation magistrale puis vous utilisez des comprimés, des capsules, calculer 50 fois la dose, c'est relativement facile. Ça va être 50 comprimés ou 50 capsules, grosso modo. Si vous faites une préparation magistrale topique, la vaseline salicylée en l'occurrence, c'est quoi la grosseur d'une dose de vaseline salicylée? Bien là, il faut faire de l'interprétation un petit peu. Ça fait que moi, ce que j'ai fait, ma façon de l'évaluer, je me suis dit, d'accord, on va l'appliquer sur des verrues. Avec 250 mg, on est à peu près capable de couvrir une verrue. Je considère que c'est ma dose unitaire. Alors, en gros, si j'ai 250 mg de préparation comme dose unitaire, 50 fois la dose, ça correspond à une préparation de 12,5 g. Une autre question, est-ce qu'il s'agit d'une forme pharmaceutique simple à préparer? Oui, c'est une forme pharmaceutique simple à préparer. Si elle est un petit peu plus complexe, ça en rendrait une préparation 2 obligatoire. Est-ce que les équipements spécialisés sont nécessaires? Non, c'est relativement simple. Ça fait que réellement, dans ce cas-là, la catégorie va dépendre de la quantité de vaseline salicylée qu'on va préparer. Si on en prépare de la façon je l'ai calculé 12,5 g ou moins, ça va être une préparation de catégorie 1. Si on en prépare plus de 50 fois la dose, ça va devenir une préparation de catégorie 2. Là, probablement que la zone grise du 12,5 g, il y aurait moyen d'avoir un argumentaire pour augmenter un petit peu ça, diminuer un petit peu ça, mais vous n'arriverez jamais à 100 g, là, par exemple. Catégorie 2, c'est quoi les exigences? Vous devez avoir un personnel. Votre personnel, les pharmaciens aussi, doivent être formés sur les risques associés aux préparations de catégorie 2. Vous devez avoir une salle dédiée, fermée, ventilée avec évacuation de l'air vers l'extérieur. Ça fait que si on parle d'infrastructures plus importantes, là, définitivement. Et là, on tombe dans la catégorie 3, l'azatioprine. L'azatioprine, là, j'ai sorti la fiche signalétique ici. Il y a tout ce que vous ne pouvez pas voir. Tout ce que vous ne voulez pas voir sur un produit se retrouve sur la fiche signalétique. C'est un produit qui est aussi listé sur la liste du NIOSH. C'est clairement une catégorie 3.
On a des exigences spécifiques pour la catégorie 3. On a besoin d'un personnel qui est formé sur les risques associés aux préparations de catégorie 3. On a besoin d'une salle dédiée, fermée, en pression négative, évacuation de l'air vers l'extérieur, besoin de hottes appropriées. Là, vraiment, la préparation ne s'improvise pas, elle doit vraiment être planifiée d'avance. La norme vous propose aussi à l'annexe 6 le matériel requis par catégorie. C'est du matériel qui est obligatoire, en fait, dépendant si vous voulez fabriquer des préparations de catégorie 1. Si vous voulez fabriquer des préparations de catégorie 2 ou 3, bien, vous avez différents items qui sont nécessaires. Mme Thériault-Ladouceur les a énumérés un petit peu plus tôt. L'annexe 8 dans la norme vous propose une grille d'auto-évaluation. Cette grille-là, on vous encourage à la remplir suite à une préparation magistrale pour évaluer votre préparation. J'ai sorti quelques questions typiques au travers de la liste exhaustive de questions qu'on a là. Par exemple, dans la grille d'évaluation, la question 2, c'est vérifions les calculs. Est-ce que les calculs ont été faits de façon adéquate? Parce qu'on a pu très bien travailler. Si on a mal fait nos calculs, on n'a pas un bon produit. Est-ce que l'aire de préparation, même que les instruments ont été nettoyés, est-ce qu'on a respecté les mesures d'hygiène? Le personnel, est-ce qu'il s'habille, se lave les mains, porte des vêtements appropriés? Un autre point important, quand on fait des préparations magistrales, il faudrait faire une préparation à la fois. À partir du moment où on commence à se lancer dans 3 préparations de façon simultanée, il y a des risques d'erreur, de confusion, de contamination croisée qui peuvent se produire. Donc, toujours une à la fois. Question 17. On ne fait pas nécessairement beaucoup d'analyses de contrôle de qualité sur nos préparations magistrales. On en fait certainement beaucoup moins que pour les préparations qui sont homologuées. Ce qui fait que, mais il y a certainement des choses minimales qu'il faut faire, puis l'apparence du produit. Je veux dire, dans votre formule maîtresse, on devrait décrire ce à quoi devrait ressembler votre produit. Puis, à la fin de votre préparation, vous devriez confirmer que le produit que vous avez fabriqué est conforme à la description attendue. Est-ce qu'il y a d'autres exigences? Oui, il y a beaucoup d'autres exigences. La norme est exhaustive, notamment, puis je les nomme en vrac ici, nommer un pharmacien désigné au soutien. Il y a beaucoup de responsabilités, ce pharmacien-là, puis ils sont toutes listées dans la norme. Principalement, le pharmacien désigné au soutien, il est responsable de l'application de la norme dans un établissement donné. Il faut instaurer des politiques et procédures. Les politiques et procédures doivent couvrir différents aspects reliés à la préparation, reliés à la formation du personnel, reliés aux aspects logistiques, le nettoyage. Enfin, il y a différents éléments qui sont couverts dans la norme à ce sujet-là. Puis, il y a aussi une obligation de tenir à jour différents registres. Je vous ai parlé des formules maîtresses, je vous ai parlé des fiches de fabrication, donc ça s'en va dans 2 registres, ça. Mais il doit y avoir un registre du nettoyage, de l'entretien, un registre éventuellement des plaintes et autres registres comme ça. Ce qui fait que maintenant, pour vous situer par rapport à la norme, c'est beaucoup. La norme elle-même, c'est un nombre impressionnant de pages, c'est des centaines de pages. Alors, la première chose à faire, vous comme pharmacien dans votre pratique, c'est d'essayer de déterminer tout d'abord c'est quoi la catégorie de préparation magistrale que vous faites dans votre pharmacie. Ça fait qu'est-ce que vous vous lancez dans des préparations de catégorie 1? Est-ce que vous en faites des catégories 2? Puis éventuellement même, est-ce que vous faites des catégories 3? Ça fait qu'à ce moment-là, vérifiez à l'aide de la norme c'est quoi les conditions qui sont requises pour la catégorie de préparation que vous faites. Puis là, lisez attentivement les chapitres de la norme, les notes, les explications qui sont applicables à cette catégorie-là. Puis par la suite, vous allez pouvoir implanter graduellement les conditions qui sont requises. Dans les documents qu'on vous a donnés à l'entrée, vous avez un calendrier d'implantation, donc un échéancier pour l'application des différentes conditions qui sont énumérées dans la norme. J'ai différents projets académiques en cours reliés aux préparations magistrales, notamment la création d'une base de données en ligne sur les préparations magistrales non stériles. C'est un projet que j'ai en cours présentement. La préparation de documents vidéo de formation sur les préparations magistrales non stériles. Avec l'aide d'étudiants, en collaboration avec l'hôpital Sainte-Justine, on va préparer des petits clips vidéo qui vont démontrer comment fabriquer des préparations typiques. Ces projets-là ont été rendus possibles grâce à la collaboration, comme je l'ai dit, du CHU Sainte-Justine, aussi la contribution du Fonds du Cercle du Doyen. Puis, enfin, j'ai d'autres projets où j'évalue la stabilité des médicaments magistraux. Si vous avez des idées, des besoins qui auraient besoin d'être adressés, des formulations magistrales pour lesquelles vous n'avez pas de données et que ça pourrait être intéressant, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet-là. Alors voilà, ça conclut ma présentation. Je vous remercie pour votre attention.